Donc, on va parler des chakras et des corps subtils, hein. Donc, chakra, c'est quand même des points énergétiques très connus, mais loin de l'idée que c'est un point minuscule, une sorte de clé, de serrure qui permet d'ouvrir quelque chose de magnifique ou d'immortalité. Ce n'est pas ça du tout, hein. Donc, nous avons dans notre corps 7 chakras. En bas, au niveau du coccyx, c'est le chakra racine qui est lié à notre corps physique, hein. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Le chakra racine, c'est l'instinct de survie, hein. C'est ce qui fait que c'est votre garde du corps. Vous avez le besoin, l'instinct de survie, ce qui explique qu'on peut passer au cannibalisme, manger de la chair dans un accident d'avion. Il y a des gens qui mangent les morts pour survivre. Dans un bateau de boat people, où on s'entasse à 50 sur une embarcation, où il n'y a plus rien à manger pendant 10 jours, ben, les gens mangent leurs enfants, les morts, le grand-père, sans aucun problème sur le coup de savoir qu'on est en train de manger une parenté. Ça, c'est l'instinct de survie du chakra racine, au niveau du coccyx. Bon, on n'est pas dans ces cas extrêmes-là, ce qui fait qu'on va parler du chakra numéro 2, qui est au niveau du pubis, hein. C'est le chakra du plaisir. Donc, c'est la reproduction, la sexualité, l'échange de plaisir. Donc, c'est connu. Le chakra du plaisir, ça correspond à peu près au niveau des lombaires, du pubis, et ça correspond au chakra de l'énergie des reins. Donc, ce qui fait que l'énergie des reins est primordiale, parce que c'est à partir de l'énergie des reins que l'énergie vitale va se développer, hein. Et c'est pour ça que on préconise l'abstinence pour ne pas disperser son énergie. Donc dans le tantrisme tibétain, on ne proscrit pas l'acte sexuel en soi. On développe des exercices de tantra qui permettent de retenir son éjaculation pour ne pas éjaculer, hein. Certains prétendent éjaculer 1 fois sur 100, ce qui fait qu'ils ne se privent pas des plaisirs terrestres, humains, compréhensibles, mais le fait d'éjaculer fait perdre de l'énergie des reins. Donc si vous arrivez à maîtriser votre énergie pour ne pas éjaculer, ce n'est pas prescrit les actes sexuels. Il n'y a pas de perdition. Donc l'énergie des reins, à partir de là, ça permet de circuler l'énergie dans tous les méridiens. Et l'aboutissement de l'autre côté de la chaîne, c'est le cerveau. Ce qui fait que quand vous êtes abstinent, vous ne perdez pas votre énergie qui se purifie. Vous avez beaucoup de grands savants qui sont abstinents, hein, pour être intelligents. La liste est assez longue et très très surprenante. Ce qui fait que ça se convertit en une substance qui fait que vous devenez plus intelligent. Je prends mon exemple personnel, hein. Pendant mes études de médecine, bon, par la force des choses, réfugié vietnamien, sans sous, pas trop de loisirs, j'étais obsédé par la médecine pour réussir, donc abstinence pendant 7 ans. Mais au bout de 2 ans, 3 ans d'abstinence, quand je vais au cours, je retenais déjà toute la leçon, comme si c'était enregistré dans ma mémoire. Ce qui fait que le cursus de la 4e jusqu'à la 7e année, qui devait se faire en 4 ans, ben je l'ai fait en 2 ans, parce que je fais tout en 2 ans. J'ai tout retenu, j'ai passé tous les examens avec 18-19 de points, et j'ai commencé même à faire des études de spécialité, et j'ai terminé spécialiste avant d'être médecin généraliste, hein. Donc médecine tropicale, médecine de santé publique, même sexologue. Je les ai eus avant d'être médecin généraliste. Ce qui manquait pour être médecin généraliste, parce que j'avais terminé le cursus universitaire, c'était la pratique à l'hôpital. Donc il fallait faire son internat jusqu'au bout pour être médecin. On peut avoir tous les diplômes qui sont validés universitairement, on ne peut pas être médecin. Voilà.
Donc abstinence et on devient intelligent. Pour moi, c'est vérifiable au bout de 3 ans. Donc je reviens sur l'énergie vitale. Si vous êtes abstinent, ben, après vous serez en bonne santé, tout ça, c'est très bien. Vous pouvez donc, après, ça va jusqu'au chakra numéro 3, c'est le plexus solaire. Hein. Le plexus solaire, c'est quand même le début d'une relation par rapport à la société. Le numéro 2, vous êtes vous et quelqu'un pour jouir. Voilà. Donc, après, vous avez le plexus solaire, c'est les relations sociétales. Si vous arrivez à vous affirmer, à être en confiance, que vous vous sentez bien dans votre travail, que votre patron vous écoute, qu'on ne vous exploite pas, tout ça, il n'y a pas de boule. Quand vous avez la boule au plexus solaire, c'est que vous n'arrivez pas à vous affirmer, que vous êtes malheureuse, que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc ça, il faut vraiment débloquer ce chakra de la boule. Vous avez diverses méthodes, donc l'hypnose. Sur YouTube, vous avez des très bons praticiens qui donnent des vidéos gratuites. Hein. Donc vous tapez hypnose et lâcher prise, hypnose et ceci, cela. Il faut complètement débloquer. Sinon, vous avez des aimants, comme j'ai parlé. Donc là, par exemple, vous avez des aimants. Là, c'est le pôle sud que j'ai pré-identifié. Ça, c'est le pôle nord. Donc vous pouvez mettre une plaque comme ça, avec le sud, le nord. Donc en fonction de vos chakras qui sont plus ou moins bloqués ou pas, vous pouvez mettre le sud ou le nord. Donc par exemple, le plexus solaire, il est là. Donc je peux mettre le nord sur la boule pour l'apaiser. Ce qui fait que je peux apaiser la boule. Et là, en bas, sur le plexus, en bas, je peux stimuler. Par exemple, là j'ai une stimulation du numéro 2. Donc, vous pouvez faire comme ça selon vos propres chakras hein, et selon votre taille. Donc, vous déterminez les chakras et puis après, vous mettez le nord sur le chakra qu'il faut apaiser ou stimuler. Donc, là, c'est pour le numéro 2, pour le plaisir, la reproduction, le sexe. Ça, c'est pour le chakra du cœur ou solaire. Ça dépend. Hein. Donc, ça, c'est un truc minimal, mais pour les très grands bricoleurs, vous pouvez faire là-bas pour les 7 chakras. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça peut arriver jusqu'au chakra de la gorge. Hein. On va y arriver. Donc, bon, n'essayez pas de copier, vous allez vous blesser. Il faut beaucoup de force pour faire ça et un petit peu de connaissance. Donc, on revient donc au plexus solaire. C'est assez facile à déterminer. Vous la sentez la boule tout de suite. Hein. Donc ça, c'est les relations sociétales, ce qui fait que quand vous êtes bien, il n'y a pas de problème, vous digérez bien. Quand vous commencez à ne pas digérer, même sans avoir la boule, ce qui est précurseur, c'est que vous allez avoir les ballonnements, vous ne digérez pas, vous pétez beaucoup, il y a beaucoup de renvois, des reflux acides, tout ça, c'est pas très bon signe. Donc vous ne maîtrisez pas votre situation familiale ni votre situation professionnelle ou pas grand-chose, du moins. Il faut vraiment débloquer ce chakra pour que l'énergie puisse remonter plus haut et accéder à des consciences de vie ou à l'hyperconscience. Donc après, nous arrivons au chakra du cœur. C'est le chakra numéro 4 qui est à peu près entre la ligne mamelonnaire. Hein. Donc ça correspond aussi au thymus. Hein. Le thymus, c'est connu pour être le foyer de l'âme. Hein. Il paraît même que l'âme a un poids physique de 30 grammes que l'on arrive à peser. Juste après la mort, la personne fait 30 grammes de moins. Bon, paraît-il. Hein. Mais n'empêche qu'il y a quand même un reliquat d'âme qui se cache derrière le thymus, même si le thymus n'est pas très développé. Certaines recherches en ce moment arrivent à redévelopper le thymus avec certains médicaments qui sont à l'étude. Donc le thymus, c'est l'immunité, donc c'est la longévité. Donc même si ça se raréfie dans l'évolution humaine et qu'on a un bon thymus, on peut vivre plus longtemps. Et ça, c'est vérifiable avec des ADN, avec des télomères bien déployés. C'est trop compliqué pour aller dans ces vidéos.
À partir de plexus cardiaque, c'est pour ça que quand vous voyez les représentations de Jésus ou des personnes religieuses avec un foyer de faisceaux lumineux roses qui part du cœur, c'est pas seulement de l'amour du Christ, mais vous aussi, vous pouvez être émetteur d'amour. Surtout, ce qui est demandé, c'est pas l'amour pour votre femme, pour vos enfants, pour tout ce qui vous est cher. Ça, c'est automatique, c'est normal, mais c'est surtout l'amour inconditionnel. Donc, cet amour inconditionnel-là fait que certains ont un charisme très très développé. Ben, vous avez aussi les superstars, ceux qui ont un contact facile comme Chirac. Il a sûrement un plexus du cœur qui est très ouvert, ce qui fait qu'il a un charisme qui attire les gens. Et vous avez des gens qui sont très fermés, qu'on peut vérifier avec le pendule. On y reviendra dans une vidéo. Et c'est complètement bloqué. Ils ont beau être très beaux, très belles, une bonne profession qui peut attirer des, des personnes de sexes différents ou du même sexe s'ils sont. et, mais non, ben, ils n'attirent pas les gens, ils sont froids, ils sont ceci, cela, ce qui fait qu'ils sont peu sympathiques. Hein. Voilà, donc il faut développer aussi ça, pour avoir l'amour inconditionnel pour toutes les personnes, pour toutes les espèces. Vous pouvez travailler cet amour-là si vous êtes porté sur l'amour des bêtes ou le véganisme. Vous pouvez stimuler ce chakra-là et manger moins de viande. Ça pose aussi la question manger ou pas de viande. C'est assez simple. Un mendiant qui n'a pas d'argent pour manger de la viande, est-ce qu'il est plus spirituel parce qu'il ne mange pas la viande que quelqu'un qui a de quoi se nourrir, de manger de la viande en conscience? Donc on avait parlé des peuplades primitives qui remercient la bête qu'elle va sacrifier, ou même du bourgeois que je suis, qui mange très peu de viande parce que c'est bon, parce que c'est nécessaire. Il faut à peu près 60 grammes de viande à chaque repas pour une personne qui fait 60 kilos. Donc quand on fait 80 kilos, c'est 80 grammes de viande à chaque repas. 150 grammes de viande par jour, c'est à peu près ça. Donc quand on voit des plats au restaurant qui proposent des côtes de bœuf à 1,30 kg pour deux, on peut se poser la question de la gratuité de l'acte de manger. Hein. Donc quand on mange en sachant être redevable de la chair de l'animal qu'on mange, parce que c'est nécessaire pour notre survie, ou quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter de la viande et qui en rêve chaque nuit, la balance spirituelle n'est pas la même. Hein. Chacun conclut comme il veut. Voilà, donc il faut développer ce chakra-là pour avoir une amour des bêtes, se mettre à la place de l'empathie, et peut-être qu'un jour, à force, vous avez une espèce de télépathie avec votre meilleur ami, que ce soit le chien, le chat. C'est pour ça que vous avez des toutous qui retrouvent le maître 3 ans ou 4 ans après, parce que le maître l'a abandonné dans une autre ville pour s'en embarrasser. Donc ces cas comme ça, vous en retrouvez tout le temps. Donc après, vous avez le chakra de la gorge. Hein. Le chakra de la gorge, c'est un petit peu le corps, qui retient les annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire de toutes vos vies antérieures. Quand vous avez accès à ce chakra-là, pour moi, je ne vois pas comment on peut y arriver, mais quand vous avez une certaine spiritualité pour accéder à ce chakra-là, vous pouvez avoir une vision de vos propres annales akashiques. Bon, on va passer parce que j'y connais pas trop. Mais par contre, le chakra le plus important, c'est le chakra, le troisième œil, le chakra numéro 6. C'est le chakra bouddhique. C'est le point entre les sourcils. Ce troisième œil-là, vous pouvez le détecter ou essayer du moins de calmer. C'est le palais de la sérénité aussi pour être un peu plus poétique. Hein. Donc
le soir ou quand vous avez 5 minutes, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux comme ça et vous faites comme si les yeux convergeaient vers ce point-là. Je vous assure qu'en 3 minutes ou 5 minutes maximum, quand vous pensez que ce point-là, votre cerveau il se déconnecte de vos pensées. C'est-à-dire que si vous êtes en train de ruminer quelque chose qui vous ronge, ça vous déconnecte. Vous n'êtes plus assimilé à ce phénomène-là. Vous serez un petit peu comme un spectateur. Donc vous analyserez mieux votre problème. Si vous êtes en colère contre votre patron du jour et que vous ruminez pendant que vous mangez, des choses comme ça, vous allez toujours ruminer en disant il n'aurait pas dû me faire ceci, ou bien vous dites que vous aurez pas dû répondre comme cela. Vous rejouez la scène à perpète, c'est pas bon. Et après tout ça, vous n'allez pas dormir. Donc autant couper net le courant. Hein. Donc vous fermez les yeux 5 minutes, vous faites convergir comme si les deux yeux regardaient ce troisième œil intérieur. Au bout de 5 minutes, vous êtes déconnecté. Vous dites, oh, vous allez voir, bon d'accord, c'est passé. On n'y pense plus. Donc à chaque problème que vous avez, vous le faites. Et ça permet d'avoir la sérénité. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le palais de la sérénité, le troisième œil. En allant plus loin, vous allez pouvoir avoir une certaine lucidité. Donc vous allez appréhender les choses avec un certain recul. Par exemple, une telle personne, avant que vous avez atteint un certain niveau, une telle personne vous fait une remarque désobligeante, vous êtes furieuse sans chercher à comprendre. Par exemple, votre belle-sœur, pourquoi elle vous dit toujours ceci, cela, alors que vous n'avez rien fait. Et quand vous avez une certaine sérénité, vous allez prendre du recul, je dirais presque à la limite, vous avez de l'empathie. Vous allez vous mettre à sa place. Pourquoi la belle-sœur me dit ça? Est-ce qu'elle a mal voyagé? Parce qu'elle vient de loin pour aller voir la belle-maman ou le beau-père? Est-ce qu'elle a mal voyagé? Est-ce qu'elle a mal dormi? Est-ce qu'elle est fatiguée en ce moment? Vous essayez de vous mettre à la place de la personne avant de la critiquer. Voilà, donc une certaine distance par rapport au problème. Pareil pour toutes les situations. Hein. Vous essayez de comprendre, de vous mettre à la place de votre fils, du patron, de votre collègue, et ça vous permet d'avoir une sérénité. Donc ça, c'est le troisième œil. C'est pas l'œil des médiums qui voit qui sera assassiné, qui sera destitué, mais c'est comme ça. Donc après, vous avez le dernier chakra, c'est le chakra coronal. C'est le chakra divin qui est relié au corps divin ou le corps atmique. On appelle ça aussi le nomade. C'est-à-dire que à ce niveau-là, le chakra coronal il est quand même large. C'est là où on porte la couronne. Et ce n'est pas un hasard que la couronne se met sur le sommet et ne se met pas sur le côté comme un béret basque ou un béret de parachute. C'est parce que ça sert quand même de réceptacle pour l'énergie divine. Et c'est pas un hasard aussi qu'il y a du métal, de l'or ou des bijoux qui sont pas des accessoires, mais qui sont quand même des réceptacles. Le diamant, l'équivalent du diamant, c'est un petit peu le truc là, chez Swarovski, là, le cristal. Voilà, le cristal. Le cristal, c'est un récepteur d'énergie aussi. Hein. Il capte l'énergie, donc quand vous mettez du cristal sur la tête, ça peut calmer votre mal de tête. Si vous avez mal à la gorge, souvent mal à la gorge, ça peut capter aussi les mauvaises énergies. Du cristal aux oreilles, c'est parfait hein, si vous avez des problèmes de mauvaise audition ou d'otite, des choses comme ça. Donc le chakra coronal, c'est le chakra qui permet de réceptionner l'énergie divine. Et c'est assez vérifiable quand vous faites la méditation. Quand vous êtes en méditation, au bout de 15 minutes, si vous méditez bien, vous allez sentir une espèce de picotement sur la tête, assez large, sur 10 cm, qui, au fur et à mesure, c'est de plus en plus intense. Hein. Et après, vous dirigez cette énergie-là vers le bas, donc la face. Et après, vous arrivez à diriger cette énergie-là vers... Si vous n'êtes pas malade, vous le dirigez automatiquement ou ça se circule automatiquement vers les mains.
parce que ça va vers le cœur, les mains, et après ça redescend dans le ventre et les pieds. Mais c'est rare qu'on arrive jusqu'aux pieds, surtout si vous êtes en méditation de demi-lotus ou lotus, ça bloque. Il vaut mieux être allongé ou assis pour que cette énergie-là descende jusqu'aux pieds. Donc si vous êtes malade, vous pouvez demander à cette énergie-là, ou la diriger vous-même, d'aller au cœur pour soigner le cœur. Et vous allez sentir les picotements qui vont picoter autour du cœur ou du foie, et ça guérit peut-être pas, mais au moins ça soigne ou ça soulage. Mais pour atteindre ce niveau-là, c'est quand même autre chose, hein. Donc autant vous pouvez aussi utiliser des aimants que vous mettez la face nord. La face nord, 9 fois sur 10, vous mettez sur l'organe, ça le calme. Bon, après un certain temps qu'on met sur la face nord, que ça se restructure un peu, on peut mettre la face sud pour accélérer le processus. C'est-à-dire que vous réparez l'organe, donc il ne faut pas trop le forcer à travailler au début. Au bout de quelques semaines, en face nord, vous le mettez en face sud pour qu'il fonctionne un peu plus que la moyenne. Voilà, donc cette énergie-là, certains utilisent aussi phonétiquement le terme Aum, A-O, A-U-M, A-U-M, Aum. Donc c'est pas en faisant que vous allez le développer, hein. Il faut faire comme les Japonais, les shintaoïstes, quand ils font le truc, Aum, il faudrait que le résonne dans la poitrine et va le plus loin possible. Donc, Aum, voilà, donc que ça vibre, que ça résonne. Donc le Aum, c'est pas dans la bouche, dans son coin, de peur d'être ridicule, que ça va ouvrir le chakra coronal. Donc c'est une petite astuce aussi pour l'ouvrir le chakra coronal. Voilà.